Les buveurs d'océan par H. J. Magog. Chapitre 12. Voué à la mort. C'était un homme étrange que M. Big. Il y avait dans son regard un peu de cet inquiétant reflet qui se remarque dans les yeux des démons. Pourtant, sa science et ses raisonnements si serrés dénotaient une parfaite lucidité d'esprit et même une intelligence supérieure. Jean, qui l'observait avec une sorte d'effroi, se rappelait que certaines facultés intellectuelles ne sont pas l'apanage exclusif des hommes raisonnables, et qu'on a vu des fous n'être tels que sur un seul point. En somme, l'attitude du Yankee, son extraordinaire insensibilité, le flegme avec laquelle il avait écouté sans marquer la moindre indignation les cruelles paroles de Kazuga, tout cela ne semblait pas annoncer un individu normal. Et il était naturel qu'un séjour de 30 années dans les entrailles de la terre eût altéré sa raison. Mais que signifiait sa bizarre affirmation ? Était-ce le fou qui avait parlé ou le savant génial ? La terre sautera, répéta M. Big avec exaltation. Frappé par cette phrase, Jean retrouva la force de se relever et d'interroger. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il. « Qu'il importe peu d'être dessus ou dessous. Le jour où nous aurons percé le fond de l'océan, ricana l'Américain. Jeune naïf, vous imaginez-vous qu'il existe assez de volcans pour permettre aux vapeurs de ces masses d'eau brusquement volatilisées de s'échapper ? C'est bon pour le jaune de croire cela. La chaudière sautera, mon cher garçon. Elle sautera parce que ses parois, fussent-elles 100 fois plus épaisses, ne sauraient résister à une semblable pression. L'océan, au centre de la Terre, au sein de la masse ignée, agira comme une torche tombant dans une poudrière. Voilà ce que j'affirme. Mais vous avez dit à ce Kazuga, je lui ai dit ce que je lui répète depuis 30 ans, qu'il poursuit une œuvre remarquable, une tentative géniale, un projet merveilleux, bien digne d'être sorti d'une caboche japonaise. Mais la vérité, c'est moi qui l'a volé, moi qui l'exploite, moi qu'il tuerais froidement si je prétendais sortir d'ici. Je lui fais, sans qu'il s'en doute, réaliser mon propre rêve, et celui-là dépasse le sien. Le monde pulvérisé. La terre volant en éclats. Tous ces êtres stupides, humains ou animaux, définitivement anéantis, sans espoir de reproduction. Voilà vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être tenté. Admirez-moi, camarades. Pour réaliser cela, j'ai su, grâce à l'ambition crédule du diable jaune, obtenir du Japon les milliards de dollars et les millions de vies dont j'avais besoin. Et il se figure que je travaille pour eux. Les niais. Les niais. Un feu sombre jaillissait des prunelles de M. Big. Il ricanait effroyablement, et son visage présentait une expression démente. C'était le fou qui parlait, mais un fou capable d'exécuter ce qu'il ânonnait. Sur ce point, Jean sentait que le doute était impossible. Cette horrible confidence, l'Américain la lui faisait évidemment dans le but d'adoucir son désespoir et ses regrets, ce qui découlait d'un bon sentiment. Il avait sans doute jugé que ce condamné à mort éprouverait, sentiment bien humain, une sorte de joie à apprendre qu'aucune créature ne lui survivrait. Mais en jugeant le jeune Français susceptible de ce monstrueux égoïsme, l'Américain se trompait. Il n'avait pas deviné l'âme généreuse de Jean d'Entrevaux. À la pensée de la catastrophe qui menaçait la terre, oubliant même que son bourreau serait au nombre des victimes et ne pourrait triompher, le jeune homme négligea ses propres angoisses. Il frémit pour Susanna. Il trembla pour l'humanité tout entière. « Oh, supplia-t-il, vous ne ferez pas cela, vous ne pouvez vouloir cette abomination. »« Je le ferai, » répondit implacablement l'Américain. On sentait sa décision inébranlable. Une joie atroce faisait flamboyer ses yeux, à l'évocation du crime qu'il méditait. Jean se sentait impuissant. Que pouvait-il pour sauver ses semblables ? Révéler à Kazuga la confidence du Yankee ? Mais devait-il revoir le Japonais ? C'était au moins douteux. Il était d'autre part probable que s'il faisait solliciter de son ennemi une entrevue, ce dernier s'empresserait de la refuser. Tant il avait lieu de craindre du désespoir de Jean d'Entrevaux une tentative de vengeance qui eût été un acte de justice. Enfin, en admettant même que son prisonnier pût lui faire tenir un message exposant la communication qu'il souhaitait faire, toutes les probabilités étaient pour que le docteur Kazuga
accueillit la révélation avec un parfait scepticisme. L'excès d'orgueil rend aveugle, et toute la source de l'orgueil de Kasuga était dans ce plan d'assèchement des mers, d'où il avait tiré sa raison d'être, en même temps que la raison de son extraordinaire fortune. Avouer qu'il avait été dupe, douter de son œuvre, c'eût été se précipiter lui-même à bas du piédestal où il s'était juché. En vérité, il était bien inutile de s'adresser à Kasuga, et vis-à-vis de M. Big, Jean était pareillement impuissant. La mort, même de l'ingénieur, dément, n'eût point entravé l'achèvement de l'œuvre gigantesque. Au point où en étaient les travaux, l'impulsion directrice du cerveau qui en avait conçu le plan n'était plus indispensable. La main de la fatalité courba irrésistiblement le jeune diplomate. « Pourquoi, gémit-il, pourquoi ce projet effroyable ?»« Parce que je hais les hommes, » répondit férocement M. Big. « Parce que je trouve la vie laide et bête, et que je crois accomplir une bonne œuvre en y mettant un terme. Et je voudrais pouvoir anéantir l'univers, ce système incohérent constitué de mouvements vains et de souffrances inutiles, et qui depuis le commencement des mondes n'a même pas su trouver un but. Un fou, mais un fou terrible et tout-puissant. » Jean le regarda avec épouvante, et ne tenta point de rien répliquer. Alors M. Big s'éloigna en ricanant, laissant le malheureux jeune homme affaissé contre le rocher et regardant alternativement les pupilles dilatées par l'horreur, la voûte harcelée par les machines perforatrices et le gouffre béant. Il vécut des jours misérables au sein d'un incessant cauchemar, à peine coupé par des prostrations quand la fatigue devenait trop forte. Les heures passées, il les ignorait. Était-ce le jour? Était-ce la nuit? Là-haut, à la surface, sous cette perpétuelle clarté des globes électriques, il ne savait plus évaluer le temps. Les repas eux-mêmes ne lui étaient pas une indication. Quand il souffrait de la faim, il se traînait dans une des galeries qui trouaient les parois de la carrière. Au fond de ces alvéoles, il trouvait des hommes qui distribuaient des vivres et de la boisson. Puis il repartait, errant lamentablement le long de ces boyaux qui du moins lui épargnaient la vue du gouffre. Et il errait ainsi jusqu'à ce qu'il tombât harassé, délivré de son supplice par le bienfaisant sommeil. D'abord, il s'était révolté, avait rêvé de fuir et même souhaité d'être massacré pour échapper à l'intolérable torture. Mais il s'était bien vite rendu compte de son impuissance totale. Les Japonais, suivant probablement une consigne donnée par Kasuga, ne le perdaient pas de vue et s'opposaient à ce qu'aucune benne le ramenât sur le sol de la mine. Il ne devait pas quitter les hauteurs de la carrière, tel était l'ordre. Il lui fallut demeurer accroché à ses parois, juché sur le plancher des échafaudages, ou bien se réfugier dans les trous des galeries, ou s'entasser pour manger et dormir les misérables forçats qui étaient ses compagnons. Un seul de ces boyaux était sombre et vide. C'était celui au fond duquel se trouvait le campement de M. Big. Là, il était possible de fuir le perpétuel éclat des lampes électriques et de trouver un peu de silence et d'oubli. L'ingénieur qui témoignait à Jean une sympathie rude, bizarre comme lui-même l'avait cordialement autorisé à séjourner dans ce couloir. « Promenez-vous là-dedans, garçon, je ne crains pas que vous m'enleviez mes petites affaires. Ces damnés Japonais vous ont rogné les ailes, poor boy. Patience, ils jouissent de leur reste. » Pour remplacer les ouvriers qui, quotidiennement, tombaient comme des mouches, de fréquents convois de recrues nouvelles étaient amenés par les trains, que Jean voyait de son air s'arrêter au bord du gouffre. Alors les bennes remontaient des chapelets de Chinois, de Kalmouks aux faces huileuses, d'Hindous terrifiés. Les surveillants japonais répartissaient les arrivants le long des échafaudages et le travail continuait. Un jour que Jean, adossé à la paroi de roche et abîmé, selon son habitude, dans une douloureuse rêverie, assistait l'œil morne à l'un de ces arrivages, il vit soudain un gigantesque Chinois se détacher du groupe et accourir vers lui en criant « Monsieur, voilà monsieur !» Des surveillants japonais voulurent s'interposer, mais un de ceux qui amenaient le convoi leur dit quelques mots et ils cessèrent de s'occuper du Chinois. Cependant, celui-ci, arrivé près de Jean, clamait d'une voix qui tout à la fois larmoyait et frémissait de joie. « Monsieur, monsieur ne me reconnaît pas, je suis bien content d'avoir retrouvé monsieur, mais bien peiné aussi de le rencontrer dans ce vilain trou. » D'abord, le jeune diplomate avait contemplé avec une stupeur effarée cette face grimaçante, recouverte d'un enduit jaunâtre,
et qui, alternativement, exprimaient l'enthousiasme et le désespoir. Mais quelle que fût la perfection de la métamorphose, il était impossible de méconnaître longtemps cette physionomie grotesque et sympathique. « Guilledou » cria Jean, en tendant les bras d'un mouvement instinctif. « Oui, monsieur Guilledou, votre infortuné Guilledou » sanglota le long valet de chambre. « C'est bien sûr moi qui ai passé ma guigne à monsieur pour qu'une pareille aventure lui soit arrivée. Je l'avais bien dit. Ah, si monsieur avait voulu m'écouter !» Mais Jean d'Entrevaux coupa court à ces lamentations. « Comment es-tu parvenu jusqu'ici ? Que viens-tu faire ? Que pense de ma disparition mademoiselle de Glandève ? Sait-elle où je suis ? A-t-on retrouvé mes traces ? Donne-moi des nouvelles de tout le monde. »« Ah, monsieur, pour ce qui est de la santé, j'ai laissé la société en assez bon état. Mais le moral, si monsieur voyait ça, on n'entendait plus que des gémissements. Ah, monsieur est bien regretté. Au moins je suis heureux de pouvoir apporter à monsieur cette consolation. Il a été bien pleuré. »« Savent-ils où je suis ?» insista Jean d'Entrevaux, arraché à sa torpeur coutumière par cette apparition inespérée. « Cherche-t-on à me délivrer ?» Soudain, les espoirs les plus fous lui semblaient permis. Se pouvait-il concevoir une chose plus extraordinaire que l'arrivée du brave Guilledou ? Son déguisement même contribuait à leurrer le pauvre Jean et à lui faire croire à la réalisation d'un plan de délivrance, dont la première partie, tout au moins, paraissait avoir réussi. Si Guilledou avait, avec son dévouement ordinaire, bravé tant de périls pour parvenir jusqu'à lui, ce ne pouvait être que dans le but de le délivrer. Mais la mine lugubre du valet de chambre le détrompa vite. « On a tout essayé, soupira ce dernier. Mais Bernique, pour tout le monde, monsieur est introuvable. Si je l'ai déniché, les yeux fermés, je puis dire, c'est au prix d'un petit sacrifice, qui m'a coûté, je l'avoue, humblement à monsieur. » Et l'amoureux infortuné, non sans verser quelques larmes, raconta à Jean les événements survenus depuis sa disparition. Il lui expliqua ensuite comment Miaïa l'avait, au nom du maître, fait admettre dans une équipe d'ouvriers, avec ordre de le laisser approcher du jeune Français. « De sorte que te voilà fiancé à celle que tu n'aimes pas, » constata Jean, en souriant malgré lui. Une recrudescence de soupirs salua cette phrase. C'était là une denrée dont le mélancolique valet de chambre possédait une inépuisable réserve. « J'ai signé une promesse de mariage, » gémit-il. « Mais monsieur ne se figure pas quel genre de femme est cette Miaïa. Avant de me quitter, elle m'a tenu un petit discours qui m'a fait froid dans le dos. Il n'est pas certain que nous nous revoyions jamais, qu'elle m'a dit. D'où vous allez, on revient rarement. Mais je suis heureuse. Si vous revenez, vous m'épouserez. Si vous ne revenez pas, Sada ne vous aura pas plus que moi. » En entendant cela, je faisais une drôle de bille, comme monsieur doit bien penser. Alors, elle m'a regardé comme on regarde les bêtes qu'on veut acheter aux foires de chez nous, et elle a ajouté « Mais j'ai confiance, vous êtes débrouillard, vous reviendrez. » « Ah, mon pauvre Guilledou, soupira Jean, si débrouillard qu'on soit, on ne sort pas d'ici. »« C'est bien ce que j'ai compris quand on m'a fait arpenter cette satanée mine, » répondit stoïquement le valet de chambre. Je me suis dit « Mon petit Guilledou, pas la peine de semer des cailloux. Jamais tu ne retrouveras ton chemin là-dedans. Tu y es entré, il faudra y rester. » C'est bien ma veine, mais tout de même, si je n'ai pas la satisfaction d'aider monsieur à se tirer d'ici, j'aurai du moins celle de le servir et de lui être utile jusqu'au dernier moment. « Le dernier moment, » murmura Jean avec mélancolie. « Pauvre garçon, tu n'imagines pas ce que sera ce moment-là. » Il mit le valet de chambre au courant des menaces de Kasuga et lui expliqua le sort qui les attendait. Guilledou pâlit un peu, mais ne s'abandonna pas au désespoir. Comme beaucoup de ses pareils, ce pessimiste invétéré était en réalité un optimiste qui s'ignorait. « Que voulez-vous, monsieur ?» dit-il philosophiquement. « Quand on a la guigne, il faut s'attendre à tout. Si je regrette quelque chose, c'est de ne pas avoir, le jour où vous m'avez fait courir après lui, tordu le cou à ce singe jaune qui vous a enfermé ici. » Jean écoutait avec une sorte de plaisir le bavardage du valet de chambre. C'était comme un écho du monde des vivants qui lui parvenait. Et de réentendre une de ces voix dont il s'était cru séparé à jamais, il se sentait au cœur presque un espoir inavoué. Avec le monde où vivait sa bien-aimée, la communication était rétablie, la présence de Guilledou l'y rattachait.
Mon brave Guiedou, soupira-t-il, suis-je assez égoïste? Voici que je me réjouis de ta venue, et pourtant, combien ne devrais-je pas déplorer ton sacrifice inutile? Tu te condamnes sans me sauver, et à la plus affreuse des morts. Bah, monsieur, d'une façon ou de l'autre, il aurait fallu sauter le pas, et pour ce qui est du choix du système, je n'ai jamais eu de préférence. Et puis je dirais, comme la guenon jaune qui m'a extirpé une promesse de conjugo, si je meurs, je n'épouserai pas Miaïa. Jean, trop ému pour répondre, serra silencieusement la main du dévoué breton. À ce moment, M. Big passa près d'eux et jeta sur Guilledou un regard inquisiteur. « Mon valet de chambre », présenta le jeune Français, saisissant cette occasion d'obtenir l'autorisation de conserver Guilledou près de lui. Le brave garçon a tenu à venir me rejoindre. « Réellement ?» s'étonna l'ingénieur. Il examina Guilledou. « Chinois ? Non, c'est un déguisement. »« Guilledou est français, » expliqua Jean. « Mais pour obtenir la faveur de pénétrer dans ce tombeau, il s'est grimé. »« Incroyable. Et il sait le sort qui l'attend ? » Il savait qu'il risquait sa vie, et il n'a point hésité. M. Big paraissait surpris au plus haut point, et il tourmentait sa barbiche grise avec une nervosité qui trahissait sa perplexité. « Le dévouement existe donc, railla-t-il. La race humaine serait-elle meilleure que je ne crois ? Sottise. Ce garçon est une exception, et l'exception confirme la règle. » Et il poursuivit son chemin en grommelant. « L'humanité ne vaut rien, réellement rien. Il faut allumer la mèche et que tout saute. » Quelques jours encore passèrent, bien pareils aux précédents, entre le gouffre et la voûte minée. Pourtant, Jean, distrait par le bavardage de Guilledou, était moins affaissé. S'il n'avait pas recouvré l'espoir, du moins possédait-il le réconfort de pouvoir vivre de souvenirs et causer intarissablement de Susanna. Mais l'obsession de l'instant fatal allait bientôt s'imposer irrésistiblement à son esprit. Il devenait visible que les travaux touchaient à leur fin. Peu à peu, les milliers d'esclaves qui peinaient, accrochés aux parois de la carrière, étaient descendus au bord du gouffre et avaient été emmenés par les trains. Un jour, ceux-ci ne revinrent plus, et le bruit des machines cessa. Il ne restait plus avec Jean et Guilledou que M. Big et quelques Japonais dans le chantier, où régnait un effrayant silence. Debout à l'entrée de sa galerie, l'ingénieur appela les deux Français. Il avait une physionomie épanouie et se frottait énergiquement les mains. « Hello, les garçons, c'est pour aujourd'hui, dit-il. »« Vous allez faire sauter la voûte ?» questionna-t-il. « Il n'est que temps. Si nous tardions, l'océan s'en chargerait. Réjouissez-vous, monsieur. D'ici, vous serez aux premières loges pour jouir du coup d'œil. Hé, j'espère que nous aurons le temps de contempler la cataracte avant que la bombe éclate. Réellement, ce sera un spectacle unique. » « C'est impossible, murmura le jeune Français, en se passant la main sur le front. Je ne vais pas mourir ici, au fond de ce trou. Du ressort, garçon, conseilla M. Big d'un ton compatissant. Soyez digne de votre chance, et n'enviez pas les frères de là-haut, qui vont finir comme vous, mais stupidement, sans savoir. Mais Jean ne l'écoutait pas. Je ne veux pas, cria-t-il d'un air égaré. Je ne puis attendre ainsi sans rien tenter. Viens, Guilledou, fuyons. Il s'élança vers l'entrée de la galerie, suivi de son fidèle serviteur. M. Big demeura sur place. Il ricanait. Arrivé au bord du gouffre, Jean d'Entrevaux poussa un cri de détresse. L'abîme béait. Les Japonais y avaient précipité les planches des échafaudages. Désormais, il était impossible à ceux qui restaient de gagner le sol et de se donner l'illusion de fuir devant la mort, pour échapper à l'angoisse des dernières minutes. Elle commençait déjà atroce, pesant sur leurs crânes, courbant leurs épaules. Les yeux hagards des deux Français ne pouvaient se détourner de cette voûte qui, en s'ouvrant, allait livrer passage à la mort. Cette voûte, ils la voyaient parsemée de quelques petites taches. Des Japonais stoïques, accrochés à des cordes et vérifiant les fils électriques en vue de l'explosion. Derrière Jean, M. Big prononça indulgemment. « Ne vous laissez pas aller, garçon. Mourir n'est pas si terrible. Soyez plutôt à admirer mon feu d'artifice. » Jean regarda le fou. Il résista mal à l'envie de se jeter sur lui et de l'étrangler. « Plus que 30 secondes, » dit froidement l'ingénieur en tirant sa montre. Appuyé contre le roc à 10 pas de l'ouverture, le fiancé de Susanna détournait les yeux. Pour ne point voir, une terreur enfantine l'avait saisi. Son cœur battait à se rompre. Soudain, il sentit qu'une main cherchait la sienne. « Adieu, monsieur » murmura le fidèle Guilledou.
Des larmes jaillirent des yeux de Jean. Il pressa à la broyer cette main amie. « Pardonne-moi, Guilledou, je te parais lâche, mais je pense à elle, à ma jolie Susanna, que cette mort hideuse menace. Et je pense aussi que je ne la reverrai plus jamais, plus jamais. » La voix impassible de M. Bigg retentit sous la voûte. « Est-on prêt là-haut » criait-il. 10 songrels unis, sortant des gosiers des Japonais, accrochés à la voûte, lui portèrent la réponse. « Nous sommes prêts. Allez !» Une seconde d'attente, émouvante et atroce. Puis une lueur jaillit, un formidable coup de tonnerre retentit au milieu du silence lugubre, et brusquement la voûte craqua, creva, en 100 endroits, se disloqua et s'abattit dans le gouffre. En même temps, une colossale trombe d'eau, faite de millions de mètres cubes, s'engloutissait dans la brèche ouverte. Près de M. Bigg, Jean et Guilledou s'étaient dressés, jetant convulsivement leurs bras en avant, comme pour repousser la mort. Radieux, la bouche démesurément ouverte, l'Américain lançait vers l'explosion la clameur de son triomphe, couverte par l'effroyable grondement des eaux. Au même instant, un souffle de bourrasque, une irrésistible poussée d'air se rua dans le couloir, renversant brutalement et plaquant contre le sol le fou néfaste et ses 2 compagnons.